Non, alors je vous propose de passer à la séance du jour qui est consacrée à la chirurgie des hernies de laine. Que reste-t-il à améliorer? Et j'appelle les modérateurs que nous avons choisis, qui sont Jean-Pierre Palot de Reims et Jean-François Gillon d'Antony. Alors s'agissant de la chirurgie des hernies de laine, là on quitte les domaines un peu confidentiels dont on a pu parler depuis le début de l'année, puisqu'il s'agit de l'intervention la plus pratiquée en France dans la spécialité de chirurgie générale. Il y a plus de 200 000 interventions annuelles. Et donc on a certainement à s'enrichir de l'écoute des différents experts qui vont venir nous en parler. Alors Jean-Pierre et puis Jean-François, vous pouvez venir et gérer cette séance, s'il vous plaît. Donne-toi la parole. Donc Jean-Pierre Palot va présenter la séance. Mes chers collègues, avant de commencer le sujet et les débats, je voudrais d'abord remercier notre président Georges Mention de m'avoir demandé de préparer cette séance à l'Académie. C'est évidemment un grand honneur. Je voudrais remercier également Jean-François Gillon, à qui j'ai demandé le soutien personnel et celui du Club Hernie pour préparer cette réunion. Et remercier aussi tous les amis qui vont nous faire bénéficier de leur expérience pour l'exposé des différents sujets. Alors, à titre d'introduction, j'ai voulu faire un rapide survol historique, puisqu'on va partir du constat où en est-on aujourd'hui. Alors, je ne reviens pas avant le XVIIIe siècle et les méthodes un petit peu barbares. Il y a eu le siècle des Lumières et le XIXe siècle, qui ont été les siècles de l'acquisition des bases anatomiques de la chirurgie, avec les quelques grands ancêtres que vous reconnaîtrez ici. Le début de la chirurgie hernière moderne, c'est le tout début du XXe siècle, avec, je pense qu'on peut le dire, Eduardo Bassini, qui a décrit en 1901 sa technique de traitement des hernies de laine par la technique qui porte son nom et qui était merveilleusement décrite et illustrée par son élève Catalina, intervention qui sera d'ailleurs redécouverte et développée 50 ans plus tard par Schuldeis aux États-Unis. Le XXe siècle, c'est un regain d'intérêt pour la chirurgie hernière avec un approfondissement des connaissances anatomiques. Je vous ai mis la figure de Chester McVeigh aux États-Unis et Henri Fruchot en France, qui ont bien décrit les différentes structures anatomiques ainsi que la physiologie et qui ont vraiment ouvert l'ère moderne de la chirurgie des hernies de laine. L'autre jalon important, c'est les années 60, avec l'apparition des prothèses, deux pionniers français, Jean-Rive et René Stoppa, qui ont fait partie de cette assemblée et qui ont, dès la fin des années 60, décrit l'utilisation des prothèses en chirurgie hernière. Moi, j'ai commencé mon internat au début des années 70 et je me souviens qu'on était assez souvent considérés comme des dangereux criminels, mettre des prothèses dans toutes les hernies. Je me souviens en particulier d'une séance ici, dans cette assemblée, en 1974, qui avait été assez controversée. Outre l'utilisation des prothèses, Jean-Rive et René Stoppa ont popularisé les techniques de mise en place de prothèses par voie inguinale et aussi par voie sous-péritonéale, avec la célèbre voie sous-péritonéale de Stoppa. Sont apparues ensuite, années 70, années 80, les techniques tension-free, venues des États-Unis. C'est surtout des obligations d'ordre économique. Il fallait que les patients puissent sortir immédiatement. Ça a été de pair avec l'obligation en Californie de faire de la chirurgie ambulatoire pour les hernies, avec Liechtenstein, qui a créé non seulement la célèbre intervention qui porte son nom et qui est l'intervention la plus utilisée dans le monde actuellement pour le traitement des hernies, mais c'est lui qui avait créé aussi la notion de plug en 1975 et de technique tension-free. Et puis, fin des années 80, début des années 90, l'explosion de la célioscopie, la seconde révolution française, qui n'a pas été vraiment une révolution en chirurgie hernière. Vous verrez les chiffres, il y a encore à peu près qu'un tiers des chirurgiens qui utilisent la célioscopie pour le traitement des hernies de laine. Elle a eu au moins le mérite d'imposer et de montrer que les réparations avec prothèse devaient être préférées aux réparations sans prothèse dans la chirurgie de la hernie. Je voulais citer également notre regretté ami Jean-Paul Chevrel. C'est un jalon important dans la chirurgie. Il a créé en 1979 le GREPA, groupe de recherche et d'études pour la paroi abdominale,
qui s'est transformée en 1898 en EHS GREPA, European Hernia Society, et qui a fait des petits, puisqu'en 2015, il existe 5 sociétés internationales sur le modèle du GREPA. Et il y a juste un mois à Milan, c'était la première réunion des 5 sociétés internationales de chirurgie hernière, ce qui consacre que la chirurgie hernière est devenue une spécialité en tant que telle. Alors à ce jour, il y a de très multiples façons d'opérer une hernie, par voie inguinale, par voie sus-inguinale, par voie sous-péritonale, par voie cœlioscopique, bien entendu. Je vous ai mis quelques patronymes, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas un choix, c'est un menu. Et toutes ces interventions, il faut bien le dire, et je pense que c'est ce qu'on fera ressortir de cet exposé, donnent d'excellents résultats quand elles sont effectuées comme il faut, dans de bonnes mains chirurgicales. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un certain nombre de critères consensuels de qualité. Il faut que le patient reste le moins longtemps possible. C'est le triangle de la chirurgie ambulatoire. Vous verrez, on vous dira tout à l'heure qu'elle prend quand même maintenant de plus en plus de place, avec des incitations politiques et économiques, bien entendu. Il faut un minimum de récidive, un minimum de douleurs résiduelles. Alors, si les récidives est à peu près réglée, il n'en est pas de même pour les douleurs chroniques après cure de hernie, qui sont actuellement le problème persistant, problème plus important et la principale marge de progression. Et tout ça avec un maximum de simplicité, de rapidité d'exécution et surtout de reproductibilité avec de bons résultats. C'est peut-être pour ça que la chirurgie cœlioscopiste n'a pas autant investi la chirurgie pariétale que d'autres spécialités. Alors c'est à partir de ce constat qu'on a construit la séance d'aujourd'hui. Que faut-il améliorer? Comment l'améliorer? Et avec quels critères d'évaluation? J'espère que cette séance nous permettra de répondre à quelques-unes de ces questions. Et si Monsieur le Président me le permet, je vais donner tout de suite la parole au professeur Jean-Henri Alexandre. Nous avons choisi de partir de ce qui ne marchait pas. Le premier exposé va donc concerner l'actualité des plaintes en chirurgie hernière, ce qui sera à la base de notre réflexion pour le reste de la séance. Merci.